Quand j'étais enceinte de 8 mois, ma sœur a attrapé un micro lors de ma baby shower et a crié « Regardez son échographie. Son bébé est handicapé ». Elle a ri, montrant à tout le monde les documents médicaux confidentiels qu'elle avait volés dans mon sac. Puis ma mère s'est moquée, seule une idiote mettrait au monde un enfant aussi inutile. Papa a ajouté, tu aurais dû t'en débarrasser quand tu en avais l'occasion. Quand je les ai confrontés en disant, comment pouvez-vous faire ça à ma baby shower? Elle est devenue furieuse et a hurlé. Puis elle m'a donné un coup de pied si violent dans mon ventre de femme enceinte que j'ai trébuché en arrière et que mon ventre a heurté le coin pointu de la table. Je me suis effondrée sur le sol en hurlant. Les invités se tenaient là, sous le choc, tandis que ma famille continuait de rire. Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Les guirlandes lumineuses que j'avais suspendues au plafond du salon de mon amie Karen scintillaient comme des étoiles, et les décorations roses et jaunes pastel rendaient l'atmosphère chaleureuse et magique. Enceinte de 8 mois, je me tenais près de la table des rafraîchissements, une main posée sur mon énorme ventre, regardant mes amis les plus proches rire et discuter en ouvrant les cadeaux. Cette baby shower était censée être le plus beau jour de ma vie. Ma sœur Vanessa était arrivée en retard, franchissant la porte avec ce sourire narquois familier plaqué sur son visage. Elle avait toujours été l'enfant chéri de notre famille, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. En grandissant, j'ai appris très tôt que toutes les réussites que j'obtenais seraient minimisées. Toute douleur que je ressentais serait ignorée, et toute joie que je trouvais deviendrait d'une manière ou d'une autre la sienne, à s'approprier ou à détruire. Vanessa s'est dirigée droit vers la table des cadeaux, ses talons de créateur claquant sur le parquet de Karen. Elle a à peine salué qui que ce soit, a juste attrapé une flûte de champagne et a scruté la pièce comme si elle en était la propriétaire. Notre mère, Francine, la suivait de près, arborant ce regard de désapprobation perpétuelle qu'elle me réservait spécialement. Mon père, Warren, traînait derrière elle, desserrant déjà sa cravate comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. J'avais hésité à les inviter. Mon mari, Trevor, m'avait exhorté à couper les ponts des mois auparavant, après que Vanessa avait, accidentellement, annoncé ma grossesse à toute notre famille élargie avant même que j'aie terminé mon premier trimestre. Elle avait posté la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une légende sur sa surprise de voir que j'avais réussi à accomplir quelque chose de valable. Les commentaires de parents que je connaissais à peine avaient afflué avant même que j'aie confirmé la grossesse avec mon médecin. Mais une partie obstinée de moi espérait encore qu'il pourrait changer. Peut-être que voir leur petit enfant, leur nièce ou leur neveu, adoucirait quelque chose en eux. Trevor a serré ma main quand ils sont entrés, et j'ai vu la tension dans sa mâchoire. Il avait pris sa journée sur son chantier de construction pour être ici, debout à mes côtés dans sa plus belle chemise, prêt à célébrer notre miracle. Car c'est ce qu'était ce bébé. Un miracle. Après 3 ans de traitement de fertilité, 2 fausses couches dévastatrices et plus de larmes que je ne pouvais en compter, je portais enfin un bébé en bonne santé à terme. Les nausées matinales avaient été brutales, et l'épuisement ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu, mais chaque coup de pied et chaque battement en valait la peine. Karen, ma meilleure amie depuis l'université, avait insisté pour organiser cette fête. Elle avait décoré toute sa maison, commandé un gâteau personnalisé et invité toutes les personnes qui comptaient pour moi. Sa sœur Melissa avait aidé à coordonner les jeux et les prix. Ma collègue, Brenda, avait conduit 3 heures pour être là. Même ma voisine âgée, Madame Patterson, était venue, apportant des chaussons de bébé tricotés à la main en fil de laine jaune doux. L'après-midi s'est d'abord déroulé sans encombre. Nous avons joué au jeu de baby shower typique, devinant le poids et la taille du bébé, décorant des bodys avec des feutres pour tissu et testant les connaissances de chacun en matière de comptine. J'ai ouvert les cadeaux entourés de personnes qui se souciaient sincèrement de moi et de ma famille grandissante. Trevor a assemblé une chaise à bascule miniature que le cousin de Karen avait fabriquée à la main, et tout le monde s'est extasié devant les minuscules vêtements et les animaux en peluche qui s'accumulaient autour de nous. Mon dossier médical se trouvait dans mon sac à main, rangé dans la chambre de Karen où j'avais laissé mon manteau et mon sac. Je l'avais apporté parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin le lendemain matin et je voulais revoir quelques questions avec Trevor sur le chemin du retour. Les images de l'échographie s'y trouvaient, ainsi que les résultats des tests et les notes de mon obstétricien.
À la 20e semaine, nous avions découvert que notre bébé avait une malformation cardiaque congénitale, une pathologie qui nécessiterait une intervention chirurgicale peu après la naissance, mais qui était tout à fait traitable. Les médecins avaient été clairs et rassurants. Des milliers de bébés naissaient avec des conditions similaires chaque année. Avec les soins médicaux modernes, la plupart menaient une vie tout à fait normale. Trevor et moi nous étions informés, avions visité l'unité de cardiologie pédiatrique de l'hôpital et rencontré des spécialistes. Nous étions préparés, pleins d'espoir et déterminés. Je n'avais pas partagé cette information avec ma famille. L'expérience m'avait appris que tout ce que je leur révélais serait transformé en munitions. Vanessa avait un talent particulier pour trouver les vulnérabilités et les exploiter pour son divertissement. Elle avait été inhabituellement silencieuse pendant l'ouverture des cadeaux, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Vanessa n'était jamais silencieuse à moins de comploter quelque chose. Elle n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone, tapant furieusement et lançant des regards à nos parents que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Le microphone que Karen avait installé pour les discours se trouvait sur une petite table près du gâteau. Nous l'avions utilisé plutôt pour que tout le monde puisse entendre les jeux et les annonces dans le salon bondé. Vanessa s'est levée soudainement, lissant son chemisier en soie coûteux, et s'est dirigée vers la petite table pour le prendre. « J'aimerais faire une annonce, dit-elle, sa voix amplifiée par le système de haut-parleurs de Karen. La pièce s'est tue et tout le monde s'est tourné pour la regarder. J'ai senti mon estomac se nouer avant même qu'elle ne continue. Vanessa a fouillé dans son grand sac à main de créateur et en a sorti un dossier. Mon dossier. Mon dossier médical. Elle avait dû fouiller dans mon sac pendant que j'étais distraite par les jeux. Le sang a quitté mon visage alors qu'elle l'ouvrait avec une touche théâtrale. Regardez son échographie, a crié Vanessa, brandissant les images pour que tout le monde les voie. Son bébé est handicapé. La pièce est devenue silencieuse. Je ne pouvais plus respirer. Elle agitait mes documents médicaux confidentiels comme s'il s'agissait de prospectus pour un vide-grenier. Les invités qui souriaient quelques instants auparavant la fixaient maintenant avec une horreur confuse. Vanessa s'est mise à rire, ce son aigu et cruel que j'avais entendu toute ma vie chaque fois qu'elle trouvait une nouvelle façon de m'humilier. Elle a passé les images de l'échographie à un invité près d'elle, en montrant les annotations que les médecins avaient faites. Seule une idiote mettrait au monde un enfant aussi inutile, a renchéri ma mère, sa voix dégoulinant de dégoût. Elle s'était levée de sa chaise près de la cheminée, son visage tordu dans une expression de mépris qui m'était bien trop familière. Mon père, Warren, a ajouté sa contribution sans même lever les yeux de son téléphone. Tu aurais dû t'en débarrasser quand tu en avais l'occasion. La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. La pièce semblait basculer. La main de Karen a volé à sa bouche. Trevor s'est avancé vers Vanessa, mais je lui ai attrapé le bras. Je devais gérer ça moi-même. Comment pouvez-vous faire ça à ma baby shower? Ma voix est sortie plus forte que je ne le pensais, perçant le silence affreux qui était tombé sur la pièce. Le visage de Vanessa s'est tordu de fureur. Elle détestait être dénoncée, détestait toute suggestion que son comportement puisse être inapproprié. Elle avait passé sa vie entière convaincue que le monde tournait autour de son divertissement et de son confort. « Comment oses-tu me remettre en question » a-t-elle hurlé, de la salive volant de sa bouche. Son visage était devenu rouge, et cette veine sur son front qui apparaissait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait palpitait visiblement. Tout s'est passé si vite après ça. Vanessa s'est élancée en avant, ses jambes se balançant dans un coup de pied vicieux visant directement mon ventre de femme enceinte. L'impact m'a fait trébucher en arrière, et j'ai senti mon corps perdre l'équilibre. Le coin pointu de la table de salle à manger antique de Karen a heurté mon abdomen alors que je tombais, et la douleur a explosé dans tout mon corps. J'ai heurté le sol durement, mes mains s'enroulant instinctivement autour de mon ventre alors que je hurlais. La douleur était au-delà de tout ce que j'avais connu lors de mes fausses couches, au-delà des pires contractions dont on m'avait prévenu. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. La trentaine d'invités est restée figée, sous le choc. Personne n'a bougé. Personne n'est intervenu. Et ma famille, mes propres parents de sang, continuaient de rire. Vanessa était pliée en deux,
se tenant les côtés comme si elle venait de regarder le sketch comique le plus drôle de sa vie. Francine a couvert sa bouche d'une surprise feinte, ses épaules secouées de fou rire réprimé. Warren a finalement levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour afficher un sourire narquois. Trevor s'est agenouillé à côté de moi, son téléphone déjà sorti, composant le 911. Karen pleurait, criant à ma famille de sortir. Melissa a couru chercher des serviettes. Madame Patterson priait à voix haute, son chapelet serré dans ses mains ridées. Reste avec moi, n'arrêtez pas de dire Trevor, sa voix se brisant. L'ambulance arrive. Reste juste avec moi. Je ne pouvais pas parler à travers la douleur. Un liquide chaud s'est répandu sous moi, et j'ai su sans regarder que je saignais. Mon bébé miracle que j'avais tant lutté pour mettre au monde, était en danger à cause de la cruauté de ma sœur. L'ambulance est arrivée en 8 minutes, bien que cela m'ait semblé des heures. Les secouristes se sont précipités à l'intérieur avec une civière et du matériel, posant des questions rapides auxquelles Trevor a répondu pendant que je me concentrais sur ma respiration à travers l'agonie. Ils ont vérifié mes signes vitaux, m'ont posé une perfusion et m'ont soulevé avec précaution sur la civière. Vanessa riait encore quand ils m'ont sorti. J'ai entendu sa voix s'échapper par la porte d'entrée de Karen alors que les secouristes me chargeaient dans l'ambulance. « Tu as vu sa tête ? Absolument inestimable. » La salle d'urgence est devenue un flou de lumière vive et de voix urgentes. Les médecins m'ont examiné, ont fait des tests, m'ont branché à des moniteurs. Trevor me tenait la main si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser. Mais j'ai accueilli cette pression. Cela signifiait qu'il était là. Cela signifiait que je n'étais pas seule. Nous devons faire une césarienne d'urgence, a expliqué l'obstétricienne. C'était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et des mains sûres. Votre placenta s'est partiellement décollé à cause du traumatisme. Le rythme cardiaque du bébé chute. Nous devons sortir votre fille maintenant. Une fille ? J'allais avoir une fille. Ils m'ont préparé pour l'opération plus vite que je ne l'aurais cru possible. Trevor a reçu une blouse et un masque, et ils l'ont autorisé à entrer dans la salle d'opération. L'épidurale a soulagé la douleur physique mais n'a rien fait pour la dévastation émotionnelle qui me parcourait. Ma petite fille est née à 32 semaines, pesant 1,75 kg et se battant. Elle est sortie en hurlant, ce qui, selon le médecin, était un bon signe. Ils l'ont emmenée immédiatement à l'USIN, unité de soins intensifs néonatales, mais pas avant que j'aie pu apercevoir des cheveux noirs et de minuscules doigts parfaits. Elle est stable, nous a dit le cardiologue pédiatrique des heures plus tard dans la salle d'attente de l'USIN. La malformation cardiaque que nous connaissions n'a pas été affectée par la naissance prématurée. Nous la surveillerons de près et programmerons l'opération une fois qu'elle sera assez forte, mais c'est une battante. Je l'ai appelée Hope. Après tout ce que nous avions traversé, cela semblait approprié. La police est venue prendre ma déposition alors que j'étais encore en salle de réveil. 2 officiers, le détective James Morrison et l'agente Christine Wells, ont écouté attentivement pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Trevor avait enregistré une vidéo sur son téléphone pendant la fête, capturant l'ouverture des cadeaux et les discours. Il filmait quand Vanessa a attrapé le microphone, et toute l'agression avait été documentée du début à la fin. C'est une agression avec coups et blessures, a dit le détective Morrison d'un air sombre après avoir visionné les images, sur une femme enceinte, ce qui entraîne des peines aggravées dans cet état. Nous examinerons également les accusations liées aux violations de la confidentialité médicale. Karen a fourni sa propre déclaration, tout comme presque tous les invités de la fête. Melissa avait également filmé avec son téléphone, capturant différents angles. Madame Patterson, malgré son âge, a donné le récit le plus détaillé de tout ce dont elle avait été témoin, sa voix tremblant de colère juste. L'assistante sociale de l'hôpital, une femme compatissante nommée Dorothy, a aidé à coordonner tout ce dont j'avais besoin. Elle a organisé un congé prolongé pour mon travail au cabinet comptable où je travaillais comme analyste senior. Elle m'a mise en contact avec des services d'aide aux victimes. Elle s'est assurée que Trevor et moi avions un hébergement confortable près de l'USIN pour que nous puissions être proches de Hope. Ces premières 72 heures à l'hôpital se sont écoulées dans un brouillard de peur et d'épuisement.
Trevor a à peine quitté mon chevet, dormant sur une chaise inconfortable à côté de mon lit quand les infirmières l'ont finalement convaincu de se reposer. Il appelait son contremaître toutes les quelques heures pour le tenir au courant de la situation, et son patron avait été incroyablement compréhensif face à l'urgence. Le chantier pouvait se débrouiller sans lui pendant un certain temps. Karen venait me voir tous les jours, apportant des vêtements propres et des repas faits maison que je touchais à peine. Elle s'asseyait avec moi à l'usin, sa main sur mon épaule pendant que nous regardions la petite poitrine de Hope se soulever et s'abaisser à travers la couveuse. Melissa a envoyé des fleurs et des cartes de tous les invités de la fête, chacune exprimant le choc et l'indignation face à ce qu'ils avaient vu. Même des gens que je connaissais à peine m'ont contacté pour m'offrir leur soutien. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de mes collègues du cabinet comptable. Mon superviseur, Gérald, m'a envoyé un email personnel m'assurant que mon poste m'attendrait dès que je serais prête à revenir. Les associés avaient déjà approuvé un congé maladie prolongé avec tous les avantages. Ils avaient également envoyé un énorme panier cadeau à l'hôpital, bien que je ne puisse pas supporter la plupart de la nourriture. La récupération physique de la césarienne d'urgence a été brutale. Chaque mouvement provoquait des douleurs aiguës dans mon abdomen. Les médecins m'ont fait lever et marcher dans les 24 heures malgré mes protestations, expliquant que le mouvement préviendrait les caillots sanguins et accélérerait la guérison. Trevor m'a soutenu lors de ses premiers tours angoissants dans le service de maternité, me portant presque quand mes jambes menaçaient de lâcher, mais la douleur physique n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Vanessa tordu de fureur alors que son pied heurtait mon ventre. J'entendais la voix moqueuse de ma mère, la suggestion désinvolte de mon père que j'aurais dû interrompre ma grossesse. La trahison était plus profonde que n'importe quelle incision chirurgicale. Le docteur Goldman, la thérapeute que Dorothy m'avait recommandée, est venue me voir à l'hôpital. Elle avait la quarantaine, des yeux bienveillants et une manière douce qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle ne m'a pas poussée à parler du traumatisme tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a interrogée sur Hope, sur mon parcours de grossesse, sur les rêves que j'avais pour l'avenir de ma fille. Vous avez traversé quelque chose qui briserait la plupart des gens, a déclaré le docteur Goldman lors de notre deuxième séance. Le fait que vous soyez encore debout, que vous vous battiez encore pour votre fille, montre une force incroyable. Mais la force ne signifie pas que vous devez porter cela seul. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vivais, les cauchemars, l'hypervigilance, les moments d'anxiété écrasante étaient des réponses normales à des circonstances anormales. Elle m'a appris des exercices de respiration pour les moments où les crises de panique survenaient. Elle m'a donné la permission de ressentir de la colère sans culpabilité. Trevor a assisté à certaines de nos séances, et le docteur Goldman nous a aidés à communiquer sur le traumatisme sans le laisser consumer notre relation. Il a admis qu'il avait voulu agresser physiquement Vanessa à ce moment-là, que se retenir avait été l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Il savait qu'intervenir violemment n'aurait fait qu'empirer les choses sur le plan légal, mais la retenue lui avait coûté. « J'aurais dû te protéger », a-t-il dit lors d'une séance, la voix brisée. « Tu m'as protégé », ai-je répondu en prenant sa main. « Tu as appelé les secours. Tu as tout documenté. Tu es resté calme quand je ne le pouvais pas. C'est exactement ce dont j'avais besoin. » L'usin est devenue notre deuxième maison. Pendant ces semaines, nous avons appris les rythmes de l'unité, les changements d'équipe, les horaires des repas, les heures calmes où seul le personnel essentiel se déplaçait dans l'espace faiblement éclairé. Les infirmières nous connaissaient par notre nom et nous tenaient au courant des progrès de Hope même lorsque nous n'étions pas physiquement présents. Une infirmière, Patricia, a porté un intérêt particulier à notre situation. Elle travaillait en néonatologie depuis 20 ans et avait vu d'innombrables familles naviguer dans des circonstances impossibles. Elle nous a montré comment lire les moniteurs de Hope, comment interpréter les différents bips et alarmes, comment défendre les besoins de notre fille. C'est une battante, celle-ci, a dit Patricia un soir en vérifiant les signes vitaux de Hope. Venue au monde plus tôt que prévu et plus petite qu'elle ne le devrait. Mais regardez-la, elle prend déjà du poids, respire mieux chaque jour. Elle a la détermination de sa maman. Ces mots signifiaient plus pour moi que Patricia ne le réalisait probablement.
Au milieu de ce sentiment d'impuissance et de violation, me rappeler que j'avais donné à Hope quelque chose de précieux, la force, la détermination, la volonté de survivre m'a aidé à me reconnecter avec mon propre pouvoir. Vanessa a été arrêtée 3 jours après la naissance de Hope. La police s'est présentée à son appartement de luxe en centre-ville et l'a placée en garde à vue. Elle a appelé notre mère depuis la prison, s'attendant à ce que Francine la fasse sortir sous caution immédiatement. Au lieu de cela, notre mère a engagé un avocat coûteux et lui a demandé de faire disparaître les charges. Mais la procureure chargée de l'affaire, une femme déterminée nommée Sandra Lou, n'était pas intéressée à faire disparaître quoi que ce soit. Elle a porté plusieurs chefs d'accusation: agression avec intention de causer des lésions corporelles, agression sur une femme enceinte, coups et blessures, violation de la vie privée et mise en danger du bien-être d'un enfant. Elle a également poursuivi Francine et Warren en tant que complices pour leurs encouragements et leur manque d'intervention. Les médias se sont emparés de l'histoire en une semaine. Les chaînes d'information locales ont diffusé des reportages sur l'agression choquante lors d'une baby shower. La vidéo avait été versée au dossier et des extraits ont été diffusés à la presse. Le visage de Vanessa est devenu tristement célèbre du jour au lendemain, et pas de la manière dont elle avait toujours rêvé. Son employeur, une prestigieuse agence de marketing où elle travaillait comme consultante senior, l'a licenciée immédiatement. Ils ont publié une déclaration condamnant ses actions et soulignant que son comportement ne reflétait pas les valeurs de leur entreprise. Sa réputation professionnelle, qu'elle avait mis des années à cultiver, s'est évaporée en quelques jours. Francine et Warren n'ont guère fait mieux. Ils travaillaient tous les deux dans l'immobilier, dirigeant une agence boutique qui s'adressait à une clientèle fortunée. Leurs affaires ont périclité lorsque les clients actuels et potentiels les ont vus rire en arrière-plan de la vidéo de l'agression. Personne ne voulait travailler avec des gens qui trouvaient la violence contre une femme enceinte amusante. Hope a passé cette semaine à l'usin. Trevor et moi étions là chaque jour, apprenant à changer des couches incroyablement petites, la tenant contre notre poitrine pour le contact peau à peau, la nourrissant par des sondes, puis par des biberons. Les infirmières nous ont appris à surveiller sa respiration et son rythme cardiaque, à guetter les signes de détresse, à être les parents dont elle avait besoin. Son opération du cœur a eu lieu quand elle avait 6 semaines. Trevor et moi avons attendu dans l'aile chirurgicale pendant 5 heures pendant qu'une équipe de spécialistes réparait la malformation. Ces 5 heures se sont étirées comme des années. Nous nous sommes assis dans la salle d'attente avec un café horrible et des magazines démodés, aucun de nous ne pouvant se concentrer sur autre chose que l'horloge au mur. D'autres familles allaient et venaient. Un couple avec leur fils adolescent attendant des nouvelles de sa grand-mère. Un homme âgé dont la femme subissait un pontage. Une jeune femme dont le père avait eu un accident de voiture. Nous étions tous unis dans notre impuissance. Des étrangers partageant un espace dans une pièce où le temps s'écoulait différemment que dans le reste du monde. Karen est arrivée à mi-chemin avec des sandwichs qu'aucun de nous ne pouvait manger. Elle n'a pas essayé de combler le silence avec des assurances vides de sens. Elle s'est juste assise avec nous. Sa présence était un rappel que nous n'étions pas seuls dans cette épreuve. Madame Patterson avait appelé plus tôt, nous faisant savoir qu'elle priait. Melissa avait organisé un relais de repas pour quand nous rentrerions enfin de l'hôpital. Quand le docteur Richard Patel a finalement émergé du bloc opératoire, portant encore sa blouse et son bonnet chirurgical, Trevor et moi nous sommes levés si rapidement que nous avons failli renverser nos chaises. Le visage du chirurgien était d'abord illisible, et mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Puis il a souri, et j'ai pu respirer à nouveau. L'opération a été un succès, a-t-il dit en baissant son masque. Nous avons réparé la communication interseptale et renforcé la valve. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Elle a magnifiquement toléré la procédure. Les genoux de Trevor ont littéralement fléchi, et je lui ai attrapé le bras pour le stabiliser. Le docteur Patel a continué à expliquer les détails techniques, combien de temps Hope devrait rester en soins intensifs, à quoi ressemblerait le processus de rétablissement, quand nous pourrions peut-être la ramener à la maison. J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, mais le soulagement rendait la concentration difficile. Elle va vivre une vie tout à fait normale, nous a assuré le docteur Patel. Elle pourra courir, jouer, aller à l'école, faire tout ce que font les autres enfants.
Ce ne sera qu'une cicatrice dont elle se souviendra à peine. Pendant que Hope se remettait, j'ai travaillé avec mon avocat, Stuart Barnes, sur le litige civil. Stuart m'avait été recommandé par Dorothy, et il était spécialisé dans les cas de violence familiale et de traumatisme. Il avait la soixantaine, les cheveux gris et le genre de confiance calme qui vient de décennies d'expérience au tribunal. Vous avez un dossier incroyablement solide, m'a dit Stuart lors de notre première consultation officielle. Les preuves vidéo à elles seules sont accablantes. Ajoutez à cela les dossiers médicaux documentant vos blessures, les déclarations de dizaines de témoins et les accusations criminelles déjà déposées. Nous envisageons des dommages-intérêts substantiels. J'ai poursuivi Vanessa pour agression et coups et blessures, détresse émotionnelle et frais médicaux. J'ai également poursuivi mes parents pour leur rôle d'encouragement et de participation à l'attaque. Stuart a demandé des dommages-intérêts punitifs en plus des dommages compensatoires, arguant que leur comportement avait été si flagrant qu'ils méritaient une punition supplémentaire. L'avocat de Vanessa a tenté de négocier un règlement. Il a offert $50 000 si j'acceptais d'abandonner le procès civil et de ne pas témoigner au procès pénal. Stuart lui a ri au nez. Votre cliente a agressé une femme enceinte devant une caméra devant des dizaines de témoins, provoquant une naissance prématurée et mettant en danger à la fois la mère et l'enfant, a dit froidement Stuart. $50 000, c'est insultant. On se verra au tribunal. Le procès pénal a eu lieu en premier. La procureure Lou a monté un dossier si solide que même l'avocat de la défense coûteux de Vanessa a eu du mal à y trouver des failles. La vidéo a été diffusée plusieurs fois au jury. Des témoins ont témoigné de ce qu'ils avaient vu et entendu. Les secouristes ont décrit mon état à leur arrivée. Les médecins ont expliqué les conséquences médicales de l'agression. J'ai témoigné le 4e jour du procès. Trevor était assis dans la galerie avec Hope, qui avait maintenant 4 mois et s'épanouissait. Elle portait une petite robe rose que Karen lui avait achetée, et ses yeux sombres suivaient les mouvements dans la salle d'audience avec une intelligence curieuse. La procureure m'a fait revivre cette journée, étape par étape. J'ai décrit la planification de la baby shower avec Karen, ma nervosité à l'idée d'inviter ma famille, la joie que j'avais ressentie en ouvrant les cadeaux. Puis j'ai raconté avoir trouvé mes dossiers médicaux entre les mains de Vanessa, l'avoir entendu se moquer de mon enfant à naître, avoir écouté mes parents suggérer que j'aurais dû interrompre ma grossesse. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque votre sœur vous a donné un coup de pied, a demandé la procureure Lou. J'ai cru que j'allais perdre mon bébé, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes tentatives de rester calme. Après 3 ans d'essai, après 2 fausses couches, après avoir enfin atteint 8 mois, j'ai pensé que ma fille allait mourir parce que ma sœur trouvait ça drôle. L'avocat de la défense m'a contre-interrogé, essayant de suggérer que j'avais été instable, que j'avais provoqué Vanessa d'une manière ou d'une autre, que les blessures n'étaient pas aussi graves que je le prétendais. Stuart m'avait préparé à cela, et j'ai répondu à chaque question calmement et honnêtement. Vanessa a témoigné pour sa propre défense, ce que son avocat lui avait déconseillé. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle avait besoin de contrôler le récit, de se faire passer pour la victime d'une manière ou d'une autre. Cela s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Lors du contre-interrogatoire, elle est devenue défensive et hostile. Elle a affirmé qu'elle avait essayé de m'aider en révélant des informations qu'elle pensait que je cachais. Elle a suggéré que je ne devrais pas avoir d'enfant si je ne pouvais pas supporter la critique. Elle a même laissé entendre que l'agression avait été un accident, qu'elle avait trébuché et que son pied avait accidentellement heurté mon abdomen. Mademoiselle Donovan, a dit la procureure Lou, utilisant le nom de famille de Vanessa avec une précision glaciale, on peut vous voir dans la vidéo vous élancer vers votre sœur avec une intention claire. Votre pied entre en contact avec force. Ceci a été enregistré sous plusieurs angles. Comment expliquez-vous cela ? Le visage de Vanessa est devenu rouge. Elle embarrassait la famille. Avoir un bébé handicapé et faire comme si tout allait bien. Donc vous vous sentiez justifié de l'agresser ? Je n'ai agressé personne. Elle a toujours été dans le drame, toujours à exagérer. La procureure l'a laissé creuser sa propre tombe. Au moment où Vanessa a quitté la barre des témoins, même son propre avocat avait l'air dégoûté. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures.
Ils ont déclaré Vanessa coupable de tous les chefs d'accusation. Francine et Warren ont été reconnus coupables de complicité. Le juge a fixé le prononcé de la peine 2 semaines plus tard, et Stuart m'a assuré que les condamnations renforceraient considérablement notre affaire civile. Le jour du prononcé de la peine est arrivé par un matin froid de fin octobre. Hope avait 6 mois à ce moment-là, en bonne santé et atteignant toutes ses étapes de développement. Elle avait eu son premier contrôle post-opératoire avec le docteur Patel la semaine précédente, et il avait été ravi de ses progrès. Trevor avait réussi à obtenir un jour de congé, et nous sommes arrivés ensemble au palais de justice avec Hope dans un porte-bébé. La juge était une femme sévère d'une 60aine d'années nommée Patricia Thornton. Elle avait présidé le procès avec une efficacité sans faille, et j'avais eu l'impression qu'elle avait très peu de patience pour le genre de cruauté que ma famille avait manifesté. La juge Thornton s'est d'abord adressée à Vanessa. Mademoiselle Donovan, en 30 ans de magistrature, j'ai rarement rencontré une cruauté aussi calculée. Vous avez violé la vie privée de votre sœur, vous vous êtes moqué de l'état de santé de son enfant à naître, puis vous l'avez agressé physiquement d'une manière qui aurait pu entraîner la mort de la mère et du bébé. Vous n'avez montré aucun remords sincère pour vos actions. Vanessa a commencé à protester, mais son avocat a posé une main sur son bras pour la faire taire. Je vous condamne à 8 ans de prison ferme, a poursuivi la juge Thornton. Vous serez éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 5 ans, à condition de suivre des cours de gestion de la colère et un suivi psychologique. Il vous est également ordonné de n'avoir aucun contact avec la victime ou sa famille pour une période d'au moins 10 ans après votre libération. 8 ans. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Elle s'attendait à un sursis, peut-être à quelques mois de prison locale au pire. Son avocat l'avait apparemment convaincu que les primo-délinquants purgeaient rarement des peines sérieuses. Mais la juge Thornton n'avait pas terminé. Elle s'est tournée vers mes parents. Monsieur et Madame Harrison, vous avez permis et encouragé l'agression de votre fille sur votre autre fille. Vous avez ri pendant qu'une femme enceinte gisait en sang sur le sol. Votre comportement est répréhensible. Je vous condamne chacun à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Francine a fondu en larmes. Le visage de Warren est resté impassible, mais j'ai vu ses mains trembler. Le procès civil a suivi 3 mois plus tard. Stuart avait rassemblé une montagne de preuves documentant chaque dépense liée à la naissance prématurée de Hope, chaque séance de thérapie à laquelle j'avais assisté pour gérer le traumatisme, chaque dollar que Trevor et moi avions perdu en raison de l'arrêt de travail. Il a fait venir des témoins experts pour témoigner de l'impact psychologique à long terme de la violence familiale. Le jury du procès civil nous a accordé 2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 3 millions de dollars supplémentaires de dommages-intérêts punitifs. 5 millions de dollars au total. Stuart m'avait prévenu que le recouvrement pourrait être difficile. Vanessa avait dépensé la majeure partie de son argent en frais de justice et l'agence immobilière de mes parents s'était effondrée, mais le jugement était un acte public. Il les suivrait pour le reste de leur vie. Plus important encore, c'était une validation. Un jury de 12 étrangers avait examiné les preuves et convenu que ce que ma famille avait fait était inadmissible. Les biens de Vanessa ont été saisis et vendus aux enchères. Son appartement de luxe, sa voiture, ses vêtements et sacs à main de créateur, tout a servi à rembourser le jugement. Mes parents ont perdu leur maison, leur voiture et leur entreprise. Ils ont déclaré faillite, mais Stuart l'avait anticipé. Il avait structuré le jugement de manière à le rendre difficile à annuler par une procédure de faillite. Les années qui ont suivi ont apporté une guérison que je n'aurais pas cru possible. Hope est devenue une petite fille brillante et énergique, avec un rire contagieux et une curiosité sans limite. Sa cicatrice de l'opération du cœur s'est estompée en une fine ligne qui finirait par être à peine visible. À l'âge de 2 ans, elle marchait, parlait et suivait le rythme de tous les autres enfants de son âge. Elle a commencé la maternelle à 3 ans, se faisant facilement des amis et montrant un intérêt particulier pour l'art et la musique. Trevor et moi avons surmonté notre traumatisme avec l'aide d'une thérapeute compétente nommée Dr Rachel Goldman. Elle nous a aidés à traiter la trahison, la peur et la colère. Elle nous a appris des stratégies pour gérer l'anxiété et construire le genre d'environnement familial dans lequel nous voulions que Hope grandisse.
Karen est restée ma meilleure amie, et sa maison est devenue la deuxième maison de Hope. Madame Patterson est devenue une grand-mère d'honneur, tricotant des couvertures et apprenant à Hope à faire des biscuits. Mes collègues du cabinet comptable se sont ralliés à moi, couvrant ma charge de travail pendant les mois les plus difficiles et célébrant les étapes importantes de Hope comme s'ils étaient de leur propre famille. Nous avons construit la famille de cœur, des gens qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment. Des gens qui ne rêveraient jamais de faire du mal à un enfant ou de se moquer de problèmes de santé. Des gens qui étaient là quand les choses devenaient difficiles au lieu de les rendre plus difficiles. Vanessa a purgé 5 ans et demi avant d'obtenir une libération conditionnelle. Les conditions de sa libération étaient strictes, suivi psychologique continu, rendez-vous régulier avec un agent de probation et interdiction absolue de contacter Trevor, Hope ou moi. Elle avait visiblement vieilli en prison. Les photos de sa libération montraient quelqu'un qui semblait avoir une décennie de plus que son âge réel. Selon des connaissances communes, elle a déménagé dans un autre État et a pris un emploi dans le commerce de détail. Sa carrière en marketing était terminée. Son cercle social s'était évaporé. La vie qu'elle avait menée autrefois, financée par un salaire généreux et l'argent de ses parents, avait disparu. Mes parents ont été libérés après 20 mois avec une remise de peine pour bonne conduite. Ils ont déménagé dans un petit appartement dans un autre quartier de la ville, travaillant tous les deux à des emplois au salaire minimum pour survivre. Leur licence immobilière, qu'ils détenaient depuis des décennies, avait été révoquée suite à leur condamnation. Ils n'ont jamais cherché à s'excuser. Même après tout, même après avoir perdu presque tout ce qu'ils avaient construit, ils ne pouvaient pas se résoudre à reconnaître le mal qu'ils avaient causé. Leur fierté est restée intacte alors que tout le reste s'effondrait. Je pensais que je me sentirais triomphante de les voir tomber si bas. Au lieu de cela, j'ai surtout ressenti de la tristesse, non pas pour leur situation, mais pour ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi l'amour plutôt que la cruauté. Ils avaient une petite fille qu'ils ne connaîtraient jamais, une fille qu'ils avaient chassée pour toujours, et une famille qu'ils avaient détruite de leurs propres mains. Pour le 5e anniversaire de Hope, nous avons organisé une fête dans notre jardin. Karen m'a aidé à accrocher des décorations aux arbres pendant que Trevor s'occupait du barbecue. Madame Patterson est arrivée tôt avec un gâteau fait maison décoré de papillons. Les enfants du quartier couraient en jouant à chat, tandis que les parents discutaient et riaient. Hope portait une robe violette à paillettes et un diadème légèrement de travers sur ses boucles sombres. Elle a ouvert ses cadeaux avec l'enthousiasme que seuls les enfants de 5 ans possèdent, remerciant poliment tout le monde, comme nous l'avions répété. Au moment de souffler les bougies, Trevor et moi nous tenions de chaque côté d'elle, nos mains posées sur ses petites épaules. « Fais un vœu, ma chérie, lui ai-je dit. » Elle a fermé les yeux très fort, réfléchissant intensément, puis les a ouverts et a soufflé les 5 bougies d'un seul coup. Tout le monde a applaudi. Trevor a embrassé le sommet de sa tête pendant que je clignais des yeux pour retenir des larmes de joie. C'est ça qui comptait. Pas la vengeance, pas l'argent, pas même la justice, bien que toutes ces choses aient été des étapes nécessaires. Ce qui comptait, c'était ça. Une enfant saine et heureuse, entourée de gens qui l'aimaient inconditionnellement. Une famille construite sur le respect et la gentillesse au lieu de la cruauté et de la compétition. Une vie où le traumatisme est devenu un chapitre de notre histoire au lieu de la narration entière. Hope grandirait en connaissant sa valeur. Elle ne se demanderait jamais si ses parents l'aimaient, ne remettrait jamais en question sa valeur, ne douterait jamais qu'elle méritait la gentillesse et le respect. Le cycle de la maltraitance qui avait défini mon enfance s'est arrêté avec moi. Il ne toucherait jamais ma fille. Le système judiciaire avait fonctionné, bien que cela n'ait été ni facile ni rapide. Vanessa porterait un casier judiciaire pour le reste de sa vie. Mes parents passeraient leurs dernières années dans l'obscurité et les difficultés financières. La vidéo de leur cruauté existerait sur Internet pour toujours, un enregistrement permanent de ce qu'ils avaient choisi d'être. Pendant ce temps, Trevor et moi avons construit quelque chose de beau sur les cendres de cette horrible journée. Nous avons racheté une maison avec un jardin assez grand pour que Hope puisse y courir. Trevor a lancé sa propre entreprise de construction, et je suis devenue associée au cabinet comptable. Nous avons pris des vacances en famille à la plage, à la montagne, créant des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec les hôpitaux ou les tribunaux.
Le docteur Patel a continué à surveiller le cœur de Hope, mais chaque rendez-vous apportait de meilleures nouvelles. À l'âge de 6 ans, il l'a déclarée complètement guérie. L'opération avait été un succès total. Elle pouvait faire tout ce que n'importe quel autre enfant pouvait faire. Faire du sport, grimper aux arbres, courir jusqu'à être essoufflé de rire. Parfois, tard dans la nuit, quand Hope dormait, je me tenais à la porte de sa chambre, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Trevor venait derrière moi, m'enlaçant de ses bras, et nous nous émerveillions ensemble du miracle qui dormait paisiblement dans son lit. La fille qui avait survécu contre toute attente, qui s'était frayé un chemin dans le monde malgré tout ce qui était censé l'en empêcher. Ma famille avait essayé de nous détruire. Ils nous avaient attaqués lorsque nous étions les plus vulnérables, avaient essayé de transformer l'une des occasions les plus joyeuses de la vie en une tragédie, avaient tenté de priver Hope de la chance de vivre. Ils ont complètement échoué. Hope a vécu. Elle s'est épanouie. Elle est devenue exactement le genre de personne que je rêvais qu'elle devienne. Confiante, compatissante, curieuse du monde. Elle avait le tempérament stable de son père et mon entêtement, les meilleures parties de nous deux combinées en quelqu'un d'entièrement unique. L'agression, le procès, les conséquences, tout cela est devenu une partie de notre histoire. Mais cela ne nous définissait pas. Nous étions définis plutôt par la façon dont nous avions réagi, par la communauté que nous avions construite, par l'amour qui nous avait soutenus dans les moments les plus sombres. Nous étions définis par Hope elle-même. La preuve vivante que la cruauté ne gagne pas toujours. Que les familles peuvent être choisies aussi bien que nées. Que la survie est possible même lorsque la destruction semble certaine. Vanessa avait attrapé ce microphone avec l'intention de m'humilier devant tout ce qui comptait pour moi. Elle avait voulu ruiner ma baby shower, me faire honte de ma fille, affirmer sa domination comme elle l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle avait révélé sa propre laideur à une salle remplie de témoins. Elle a détruit sa propre vie en essayant de détruire la mienne. Le système judiciaire avait prononcé des conséquences appropriées. Le jugement civil assurait une responsabilité financière. Les condamnations pénales limitaient leur liberté. Mais la vraie victoire était plus simple et plus profonde que tout cela. Ma fille ne les connaîtrait jamais. Elle ne connaîtrait jamais leur cruauté, n'intérioriserait jamais leur jugement, ne remettrait jamais en question sa valeur à cause de leur moquerie. Elle avait des grands-parents d'esprit, sinon de sang. Les parents de Karen la traitaient comme leur propre petite fille. Et Madame Patterson remplissait ce rôle avec enthousiasme. Elle avait des tantes et des oncles en la personne des amis qui nous avaient soutenus. Des cousins en la personne des enfants de notre famille de cœur. Hope avait tout ce dont elle avait besoin, et Vanessa, Francine et Warren n'avaient rien. Cette disparité n'était pas quelque chose que j'avais créé ou imposé. Ils l'avaient construite eux-mêmes par leur choix. Chaque mot cruel, chaque rire dédaigneux, chaque moment où ils avaient choisi la fierté plutôt que l'amour avait été une brique dans le mur qui les séparait désormais de toute chance de rédemption ou de relation. Parfois, les gens me demandent si je leur pardonnerai un jour. La question passe à côté de l'essentiel. Le pardon exigerait qu'ils reconnaissent leurs torts, qu'ils démontrent un remords sincère, qu'ils fassent le travail difficile de devenir des personnes différentes. Ils n'ont montré aucun intérêt pour tout cela. Ils sont sortis de prison inchangés, toujours convaincus d'être victimes des circonstances plutôt que les architectes de leur propre chute. Je ne gaspillais plus d'énergie dans le pardon ou la colère. Je l'investissais dans ma fille, mon mari, mes amis et ma famille de cœur. Je l'investissais dans la construction d'une vie où l'amour était donné librement et où la cruauté n'avait aucune prise. C'était ma vengeance, ma réhabilitation, mon triomphe. Hope s'épanouissait, et c'était la seule chose qui comptait.